Bien, bonsoir à tous. Donc pour cette rencontre, un peu d'un nouveau genre quand même dans le monde de la bande dessinée, puisque pour une fois on va confronter un travail de bande dessinée à un travail de philosophie de science. Donc je suis, pardonnez-moi ce petit écart narcissique, mais je suis vraiment très heureux de me retrouver là ce soir. Donc avec Étienne Klein, vous êtes à la fois physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche donc au CEA, Centre de l'énergie atomique. On vous entend aussi sur France Culture assez régulièrement. Et de l'autre côté, donc Francis Mas, vous êtes à la fois auteur de bande dessinée, réalisateur de dessins animés, sculpteur. Vous avez collaboré à des revues qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée, L'Écho des Savanes, Fluide Glacial, Charlie Mensuel et plein d'autres. Et en fait, ce qui nous a frappé quand cette rencontre s'est mise en place, c'est que et l'un et l'autre, vous avez témoigné un intérêt réciproque à être là ce soir. Et en fait, j'ai envie de partir de là. Alors peut-être je vais commencer avec vous, Étienne Klein, c'est-à-dire que vous feuilletez d'ailleurs Modèle Standard, que vous avez cité dans une chronique sur le modèle standard. Et je me demandais ce qui intéressait l'homme de science lorsqu'il est face à un ouvrage comme celui-ci. Bien, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Moi je suis ravi aussi de rencontrer Francis Mas, que je n'avais jamais rencontré auparavant. En fait, le modèle standard pour un physicien, ça veut dire un ensemble d'équations, une sorte de théorie physique qui décrit les interactions entre particules élémentaires, à l'exception de gravitation, qui est une force un peu spéciale qu'on a mise à part dans une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui est la théorie d'Einstein. Mais le modèle standard, c'est la théorie qui unifie les autres interactions, nucléaires, électromagnétiques, et qui a été testée récemment par des expériences assez compliquées au CERN, qui ont abouti à la détection d'une particule que le modèle standard prédisait depuis 48 ans, qui s'appelle le boson de Higgs. Bon. Et moi, j'ai jamais réussi à parler du modèle standard en phrases, précisément parce que c'est constitué d'équations. Les équations ne parlent pas, et donc il est difficile d'imaginer ce qu'elles pourraient dire si elles pouvaient parler. Et un de mes collègues, qui s'appelle Vincent Bontemps, qui travaille dans mon laboratoire, un jour est arrivé au labo avec ce livre à la main, et je m'en suis emparé, et je me souviens d'avoir été saisi par les dessins d'une part que je connaissais le style Mas, mais par les commentaires ou les légendes qui me faisaient tordre de rire. Et ça m'a paru être une sorte de coïncidence incroyable, parce que le modèle standard, par le biais de cette particule, le boson de Higgs dont je viens de parler, remet en cause le statut de la masse des particules. Donc un dessinateur qui s'appelle Mas s'intéresse au modèle standard, qui remet en cause la notion de masse des particules, ça m'a paru intéressant. Le modèle standard nous dit en fait que la masse des particules n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait qu'elles interagissent avec le vide qui n'est pas vide. Autrement dit, c'est parce que le vide n'est pas vide que les particules sont massives. Bon. Et tout de suite, j'ai donc été séduit par cet ouvrage qui ressemble à aucun style d'ouvrage que je connaissais auparavant. Je ne crois pas que d'autres dessinateurs se soient amusés à illustrer la théorie de la relativité générale ou la mécanique quantique. Et donc j'en ai fait une chronique indirecte, parce que c'est une précision que je dois à Francis Mas. Les chroniques sur France Culture, à l'époque en tout cas, ne pouvaient pas être des critiques de livres. Et donc il fallait traiter d'un sujet, et à l'occasion de ce sujet, je pouvais glisser une référence, mais je ne pouvais pas bâtir la chronique sur le livre dont je parlais à la fin de la chronique. Et donc, il me semble, mais je ne suis pas un bon juge de cette chose-là, que ça a provoqué chez les auditeurs l'envie d'acheter le livre. Alors c'est très différent en fait, vous avez raison, on ne va pas marier la science et l'art tout de suite, mais moi j'aimerais revenir, Francis Mas, sur cette dimension, enfin sur ce temps, et ce temps en bande dessinée, puisque vous en usez, par exemple, il y a ce nouveau livre là, qui va arriver, qui s'appelle Les Deux du Doc, où vous jouez, où la temporalité pour le coup s'inscrit en 4 cases à chaque fois, et j'aimerais savoir ce que l'artiste de bande dessinée, parce que c'est spécifique,
fait avec ça? La bande dessinée, elle a ça de spécifique, c'est que c'est du cinéma statique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines d'expression qui réunissent qui proposent un tel scénario, quoi, Alors pour le coup, si je puis me permettre, ça renvoie à Einstein. Voilà. Parce qu'Einstein, il a développé une théorie, enfin un modèle, une interprétation qu'on appelle l'univers bloc. Parce que la question qui se posait déjà et qu'on pose encore aujourd'hui, c'est d'où vient que le temps passe? Quel est le moteur du temps? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que, c'est même plus qu'une impression, on ne peut pas rester présent au même instant présent. On est obligé de suivre ce qu'on appelle le cours du temps. Quelle est la force motrice de cet écoulement? Et une idée d'Einstein, c'était que l'espace-temps, il est là de toute éternité. C'est-à-dire tous les événements de l'espace-temps sont là, présents dans l'espace-temps. Les événements du passé sont là quelque part, les événements du futur sont là quelque part. Et les événements qu'on appelle présents sont simplement les événements où il y a notre présence. C'est notre présence qui détermine le présent. Un peu comme dans l'espace normal, on est à Paris, il y a d'autres villes que Paris, il y a Strasbourg, il y a Brest. La différence entre ces trois villes qui existent toutes de la même manière, c'est que nous sommes présents à Paris et pas dans les autres. C'est notre présence qui singularise Paris par rapport aux deux autres. Et son idée, c'était que le moteur du temps, finalement, c'est nous. C'est notre déplacement d'observateurs qui suivons une trajectoire dans l'espace-temps, qui fait que ces événements qui sont tous là, en fait, nous apparaissent de façon temporelle. Nous temporalisons l'univers par notre déplacement dans l'espace-temps. Un peu comme une partition de musique. Une partition de musique, il y a toutes les notes qui sont là, et c'est simplement au moment de l'exécution de la partition qu'une temporalité s'organise. Et je pense que la bande dessinée, c'est un peu l'équivalent. C'est-à-dire que tous les dessins sont là, ils sont également là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chronologie dans leur positionnement, c'est simplement dans la lecture qu'on fait apparaître un défilement du temps. Voilà. C'est le lecteur qui crée le rythme de l'histoire. La succession des événements. Et, alors que, en fait, d'un point de vue formel, c'est parfaitement statique. Et ben ça, c'est alors, il y a ce principe du découpage case par case qui enclenche cette fonctionnalité, mais il y a aussi un autre domaine qui est peut-être un truc qui a à travailler, c'est toute la représentation graphique, justement, de la dynamique, enfin de la cinématique. Enfin, ce qu'on appelle, ce que en jargon de dessin, il est convenu d'appeler les émanata. Les émanata, c'est un mot qui a été créé par un dessinateur américain qui s'appelle Mort Walker. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre dans sa vie, mais en tout cas, il a trouvé ce mot. C'est déjà pas mal. Il plaît bien parce qu'en fait, c'est la représentation de toute la dimension émotionnelle, déjà. Les gouttes, quand on a peur ou on a une expression forte comme ça, bon, vous avez déjà remarqué que ça crée des gouttes autour du visage. Et bon, le mouvement, les mouvements s'accompagnent de tout un formalisme de traits, de petits nuages, qui amplifie considérablement, justement, l'idée de temporalité, de dynamique. Puis moi, je ne suis pas spécialiste de BD, mais il me semble que dans une BD, il y a aussi une dynamique intrinsèque à chaque dessin. C'est-à-dire qu'un dessin appelle plus ou moins fortement le dessin suivant. Oui. Et donc, il engendre lui aussi une forme de rythme. De par le cadrage, de par le désaxement des personnages, etc. Et puis, la façon un peu stroboscopique aussi de découper l'action, etc. Bon, il y a des tas de procédés qui permettent justement de pénétrer dans la temporalité d'une façon complètement statique. Parce que bon, si vous analysez le produit, c'est parfaitement statique, ça ne bouge pas. C'est vraiment donc bien ce que je disais au début du cinéma immobile, mais complètement cinématique quand même. Oui, c'est comme quand les gens qui sont dans le train disent le paysage défile. Ouais. Ils ne défilent pas. Voilà. C'est leur mouvement, plutôt celui du train dans lequel ils sont, qui crée la dynamique du paysage. Mais un paysage n'a jamais défilé. Enfin bon, ce qui est quand même assez étonnant dans la bande dessinée, c'est que tous ces signes graphiques dont je parle,
ils sont totalement abstraits. Ils n'ont rien à voir avec une réalité. Hein, pour exprimer le départ d'un personnage comme ça qui va gicler de la case, représenter un petit cumulus avec trois traits parallèles, personne n'a jamais observé ça dans la réalité. Hein, c'est complètement idiot même. Mais la lecture est parfaitement accessible à n'importe quelle culture. Un esquimau, n'importe quel... à mon avis, hein, bon, n'importe qui peut comprendre ce qui est en train de se produire. Et ça, bon, ben, ça c'est... Ça, je dirais, c'est une spécificité de la bande dessinée, qui, à mon avis, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une réflexion un petit peu scientifique autour de ça, parce que ça pourrait déboucher sur un langage plus universel de signes, notamment bon, par rapport à tous les idéogrammes qu'on peut voir pour la sécurité routière, etc. On pourrait aller plus profondément un petit peu dans cet axe de la philosophie des émanata, c'est-à-dire de la sensibilité transcrite directement d'un point de vue graphique. Alors pour le coup, ça fait une différence entre la bande dessinée et la physique. Parce que vous vous dites que vous avez des symboles, des dessins que tout le monde comprend, qui sont transculturels. Ouais, voilà. Alors que nous, on a des symboles que personne ne comprend. Voilà. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est pour ça que moi j'ai proposé une fois, je ne sais plus où, qui est un petit peu une qu'on aille plus loin dans la libéralisation sciences BD, c'est pour ça. C'est aussi pour que le langage scientifique puisse récupérer les choses qui sont intéressantes, très, à mon avis, très constructives. Je pense que ça fait avancer l'expression que d'avoir inventé ce langage-là. Qui paraît évident à tout le monde. Hein. Prenez un enfant de 4 ans, dès qu'il est capable d'ouvrir un bouquin, avant de savoir lire, il comprend ce qui se passe sur l'image, il comprend le mouvement. Il y a un physicien qui a tenté ça avec succès, d'ailleurs, qui s'appelle Feynman. Ouais. Les interactions, il les a décrites par ce qu'on appelle Richard, des diagrammes de Feynman. Nous, on l'appelle Feynman, on ne l'appelait pas par son prénom, mais on peut l'appeler ça. Feynman, il y en a plusieurs. Il y a le grand, le prix Nobel. Ouais, comme les Klein, il y en a plusieurs. Oh, les Klein, il y en a trop. Mais Feynman, il a inventé les diagrammes, c'est-à-dire que les interactions entre particules, il les représente par des dessins. La trajectoire est représentée par un trait, les particules s'échangent selon la nature, c'est des tire-bouches en... Oui, mais du coup, les gens prennent ça au sérieux, alors qu'en fait, c'est une symbolisation de calcul. C'est pas vraiment une description physique de ce qui se passe dans l'espace, c'est une façon de traduire par des symboles des expressions mathématiques. Mais ça crée une image très puissante qui fait croire, quand on perd la distance critique par rapport à ces diagrammes, qui fait croire que c'est vraiment ça qui se passe avec les particules. Alors qu'en fait, il faut les ajouter entre eux, ces dessins, c'est très... Bon, c'est pas du tout exact, mais ça a permis quand même à beaucoup d'étudiants d'entrer dans ce champ par un intermédiaire très, très porteur, en fait. Ça a une espèce de raccourci comme ce que j'ai pratiqué dans ce bouquin-là, quoi. Oui, enfin, moins l'humour. Quand, par exemple, vous faites vue d'artiste et que vous vous attaquez à la cosmologie, c'est parce que ça vous éclate, c'est parce que vous connaissez ça déjà très bien, ça demande du travail. Comment on vient à faire cette BD-là plutôt qu'une autre ? Il faut mettre le micro. Moi, en fait, c'est un travail de commande un peu, parce que bon, quand j'ai retrouvé Glénat, il m'a dit refais-moi un bouquin. Après, je sais pas, j'avais arrêté pendant 25 ans. Il m'a dit j'aimerais bien te rééditer, mais pour l'occasion, ça serait bien que tu me ressuscites les deux du balcon, parce qu'il aimait beaucoup les deux du balcon, mais avec un autre sujet. Et moi, bon, le sujet qui m'apparaissait le plus intéressant à imager, à mettre, à scénographier, bon, c'était la cosmologie. Parce que déjà, ça n'avait jamais été fait, je pense, en bande dessinée. Enfin, de cette manière-là, n'en parlons pas, mais bon, aller mettre en scène les deux trous noirs, enfin le trou noir de la Voie lactée, Sagittarius, et puis celui d'Andromède, dont je ne connaissais pas le nom, que j'ai donc appelé Dédé parce que ça m'arrangeait bien. Et donc,
bon, il fallait l'oser quand même, hein, mais je trouve que je trouve que c'était une bonne équation pour aborder le sujet. Enfin bon, évidemment, le sujet est colossal. Un album de, je ne sais pas combien il fait de pages, faire le tour de la cosmologie, c'est complètement utopiste, hein, complètement kamikaze, mais bon, moi avec ma recette, 30% de science, 70% de rock'n'roll, je trouve que bon... voilà quoi. Alors que chez nous, c'est 30% de matière noire et 70% d'énergie noire. Voilà. Avec un peu de matière quand même. Voilà. Pas du tout de rock'n'roll. Ah si. Etienne Classy. Si, moi c'est rock'n'roll. Pour moi, lui, c'est les épices. Hein. Non, moi c'est les Stones et rien d'autre. C'est quoi? Les Stones. Mais il fallait l'oser cette formule. Et bon, dans le monde de la BD, là, bon, on voit aucun. Il y a une jubilation dans cette espèce de grand écart entre le très sérieux, finalement, qui est la connaissance scientifique, et le complètement dingue de l'humour que vous pratiquez. Ben ouais, moi, c'est quand même ce qui me fait rigoler, c'est quand même le contexte. Moi, j'ai jamais tant rigolé qu'à la messe ou dans les cours pendant les cours de latin, des trucs comme ça, quoi. Enfin bon, c'est là, je mourrais de rire, quoi, sous ma table. Et c'est le décalage. Plus c'est sérieux, plus l'humour prend tout son parfum, quoi, rend ses arômes. Bah, au CERN, par exemple, il y a tous les ans, pour le Nouvel An, il y a une pièce de théâtre qui est jouée par des physiciens qui ont écrit un texte, et c'est en général absolument délirant, quoi. Des physiciens et même, mais alors en fait, Mas, c'est pas pour relativiser son travail, mais il y a un précurseur qui s'appelait Gamow. Gamow est un physicien qui aurait mérité le prix Nobel 10 fois s'il n'avait pas été un très très grand déconneur. C'est lui qui a prédit le fond diffus cosmologique, qui a été le père du Big Bang, et il a fait des bandes dessinées, il a dessiné des ouvrages dans lesquels il raconte l'histoire, notamment la naissance de la physique quantique. C'est un livre qui s'appelle Les 30 années qui ébranlèrent le monde, dans lequel il fait des portraits de physiciens, il y a beaucoup d'humour, il met en scène un monde dans lequel la constante de Planck, au lieu de valoir la très petite valeur qu'elle a dans l'univers, lui donne une grande valeur, de sorte que les effets quantiques qui nous sont cachés apparaissent à grande échelle. Il a fait la même chose avec la vitesse de la lumière. Il décrit un monde dans lequel la vitesse de la lumière est de 40 km/h et non pas de 300 000 km par seconde. Donc dès qu'on fait un tour de périph' en scooter, on est décalé temporellement par rapport à... Et donc il a un peu joué avec ça. Et c'était un type qui faisait des canulars absolument incroyables, y compris dans des revues sérieuses. Par exemple, le 1er avril 1948, il a publié un article dans lequel il expliquait qu'au cours de ses très nombreux voyages, il avait fait le tour de la Terre plusieurs fois, il avait remarqué que dans l'hémisphère nord, les vaches mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'hémisphère sud, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il avait fait un petit calcul montrant que c'était la force de Coriolis qui était responsable, ce qui est évidemment un canular, mais ça a été publié comme un article sérieux. Les gens n'ont pas vu que c'était... Et cet humour qu'il avait, cette autodérision qu'il était capable de porter, lui a sans doute valu de rater le prix Nobel. Il ne faut pas trop en faire. Ça, c'est... Le prix Nobel, je crois que c'est déjà grillé pour moi. C'est... Est-ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de raconter, que le physicien qui s'attaque justement à des choses très sérieuses, à une compréhension, a besoin de passer par d'autres voies, parce que là vous racontez donc cette histoire d'un physicien qui pratique l'humour et la dérision, mais est-ce que finalement dans la pratique de la recherche scientifique, est-ce qu'on a besoin à un moment de se décaler, alors par l'humour ou par autre chose, pour pouvoir continuer ? Moi, je m'interdis de dire des généralités sur les physiciens. Mais alors, vous concernant ? Il y a toutes sortes de physiciens. Il y en a qui sont dans une forme de rigueur mathématique qui confine à la dextérité avec les symboles, par exemple. Il y a des gens qui ont besoin d'un imaginaire qui transcende le langage. C'est le cas d'Einstein. Einstein, il a écrit à plusieurs reprises, il pensait sans les mots. Et d'ailleurs, il a écrit ça, il ne comprenait pas qu'on puisse penser avec les mots.
Et lui, il avait une espèce de pensée musculaire, c'est-à-dire il imaginait des situations, et à partir de ce qu'il ressentait de ses expériences de pensée, il arrivait au prix d'un travail très lourd à écrire des équations et à en tirer ensuite les conséquences. Par exemple, l'idée la plus fondamentale qu'il a eue, et il le dit lui-même, c'est l'idée la plus heureuse de sa vie, il l'a eue en 1907. Il était à Berne, au bureau des brevets, il glandait un peu l'après-midi, il faisait une petite sieste. Il était dans une sorte de rêverie semi-éveillée entre le sommeil et la pleine conscience, et il comprend qu'une personne qui tombe ne sent pas son propre poids. Il écrit, une personne qui tombe ne sent pas son propre poids. C'est-à-dire que quand vous tombez, évidemment c'est sous l'effet de votre poids. Mais les choses qui tombent avec vous, par exemple votre parapluie, votre chapeau, ils tombent à la même vitesse que vous, puisque tous les objets tombent à la même vitesse, d'après Galilée. Donc quand vous tombez, vous voyez que les objets qui tombent avec vous ne tombent pas. Ils sont en apesanteur par rapport à vous. Donc la cause de la chute produit des effets qui annulent la cause. Alors Einstein dit ça c'est pas clair, ça va pas. Et après 8 ans de travail, il est passé de cette intuition presque physique, au sens musculaire du terme, à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Bon. Et cette intuition qu'il a eue, c'est pas vraiment une découverte, c'est dans les équations de Newton qu'on voit ça. Mais personne ne l'avait lu comme lui. Et donc, le rapport qu'un physicien entretient entre les équations, l'intuition, l'imaginaire, etc., est quelque chose qui est très très personnel, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une façon unique de relier toutes ces choses. Je connais des physiciens qui n'ont aucun imaginaire. J'en connais d'autres qui ont un imaginaire très puissant et qui ont du mal avec les équations, par exemple. Moi, je connais beaucoup de dessinateurs qui n'en ont aucun non plus. Enfin, je veux dire, oui, je pense c'est pas spécifique au physique. Oui. Qui n'ont aucun imaginaire. Ah non. D'ailleurs, c'est très mal vu d'en avoir. Hein. C'est vrai? Ah oui, très très mal vu. Pour quelle raison? Parce que c'est choquant, quoi. Mais imaginer a une anagramme inquiétante. L'anagramme d'imaginer, c'est migraine. L'anagramme chez vous ça... L'anagramme d'imaginer, c'est migraine. Il paraît que les Parisiens ont plus de migraines que les provinciaux. Alors l'anagramme de Parisien, c'est aspirine, donc tout va bien. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient plus ou moins d'imagination. À vérifier. Et l'anagramme de Francis Mas, c'est Cassanfrime. C'est Cassanfrime. K. Ah, c'est pas mal, C'est pas mal, hein. Ouais, pas mal. Enfin, c'est mauvais augure pour la finance. On arrive, non, excusez-moi, je regarde en même temps, donc ça, non, je suis un peu largué, ouais, ça c'est vrai, je vous cache pas. Et puis en même temps, je regarde cette spatialisation du temps qui est juste devant moi. En fait, c'était peut-être ma dernière chose. C'était, je voulais revenir sur l'humour que vous pratiquiez, Francis Mas. C'était en vous attaquant au sérieux et en riant. Est-ce que c'est une façon finalement d'échapper? Parce qu'il y a un décalage entre l'immensité de la connaissance qui paraît vraiment incommensurable et on sent qu'on pourrait s'y perdre. Vous y attaquez par l'humour. Et je me demandais, est-ce que c'était pas une façon finalement de s'alléger de cette idée que tout est devant nous, mais c'est extrêmement complexe, et même si on cherche à le comprendre, finalement, on ne va pas le comprendre. Ah oui, c'est évident, mais moi c'est une démarche totalement de dessinateur. Moi, j'ai pris la science comme sujet d'étude, simplement pour élargir le champ du dessinateur. Moi, j'en avais vraiment ras-le-bol de ces dessins de Sarkozy, de barbu à turban, enfin, je veux dire, ça me suffisait pas, quoi. Enfin, bon, j'avais besoin d'ouvrir le champ. Bon, malheureusement, j'espérais que d'autres allaient s'engouffrer par la porte que j'ouvrais, mais ça s'est pas produit. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais moi, je dirais qu'on a tous le même problème. La connaissance, elle est devenue insaisissable. C'est-à-dire que personne ne la maîtrise. Ouais. Et même si vous êtes très spécialisé dans un problème de physique ou une question de physique, tous les matins, vous regardez sur Internet
les papiers qui viennent d'être déposés sur Archive et qui traitent de votre sujet, ça vous prend la journée. C'est-à-dire que on est constamment en train de courir derrière ce qui vient de se faire ou qui promet de se faire de façon imminente. Donc personne ne peut dire, tiens, la connaissance, c'est ça. Bon. Et du coup, la seule chose qu'on puisse faire, qu'on soit physicien ou pas, c'est de proposer un chemin dans cette connaissance. Une histoire, un développement, une allusion métaphorique, un dessin, quelque chose qui est suscité par un bout de la connaissance qu'on s'est approprié. Mais on ne peut pas dire que la connaissance soit quelque chose qu'on puisse poser sur la table en disant voilà ce que nous savons. De sorte qu'on est, qu'à quelque position qu'on soit dans ce champ, condamné à développer des espèces d'itinéraires qui peuvent être des livres ou bien des dessins comme cela, chacun essayant de tirer de cela ce qui l'interroge le plus, ou ce qui l'intéresse le plus, ou ce qui le fascine le plus. Et il y a le choix. Mais c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir finalement une similitude entre un processus de création artistique et un processus de recherche scientifique. Bon, je suis toujours prudent sur ces mises en parallèle, mais je connais des physiciens quantiques qui m'ont dit que, vous savez, la physique quantique, on ne sait pas ce qu'elle veut dire du réel. Enfin, elle est tellement ambiguë que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on veut dessiner quelque chose comme une particule, par exemple, il y a un argument quantique qui vient dire que le dessin est faux. Mais les gens qui sont très habitués à ce formalisme, qui font des expériences, par exemple, avec des photons, des électrons, ils développent une espèce d'intuition quantique, alors même que la physique quantique est contre-intuitive. C'est-à-dire qu'ils ont déformé leur intuition pour la rendre homomorphe ou adéquate à ce que la physique quantique impose comme nouvelle règle de raisonnement. Et du coup, je ne sais pas très bien comment les gens, enfin, je ne sais pas très bien comment ils vivent dans le monde ordinaire. Parce qu'ils sont obligés de développer des réflexes mentaux ou des images qui ne correspondent pas à celles qu'on infère depuis le spectacle de la vie quotidienne, du monde macroscopique. Il pourrait peut-être s'inviter sur le balcon. Oui. Oui, bah, ce type de déformation dans le raisonnement, c'est exactement aussi mon approche. Hein, de la même façon que les physiciens quantiques, j'ai perverti aussi mon cerveau. Oui, mais il y a aussi autre chose, c'est que nous on parle, parce qu'il y a des mots des mots du langage court d'ailleurs qu'on a utilisés pour désigner des concepts très abstraits. Les quarks, par exemple, on leur donne des noms qui sont des noms familiers, le quark charmé, le beau, etc. Et du coup, dans l'humour de Francis Mas, il y a le contraire de l'humour, c'est-à-dire il prend au sérieux ces mots, sauf qu'au lieu de saisir leur sens nouveau que la science leur donne, il prend le sens ordinaire et tire le truc jusqu'au bout de la logique. Et ça fait des dessins... Ça fait des petits nains. Par exemple, le premier, là, sur la couverture, on voit ça, c'est un homme qui danse avec une femme et son visage est complètement déformé. On sent que, sans doute, il avait l'intention de l'embrasser. Et la légende, c'est à cet instant crucial, Marcello fut frappé d'une brutale brisure de symétrie. Non, moi j'avais une question, c'est qu'est-ce que vous avez lu comme livre pour apprendre toute cette physique, enfin toute cette science ? Moi, alors là, je vais être très, très, très franc. C'est vrai que je choque beaucoup les scientifiques quand ils me posent cette question-là. Je leur réponds, moi c'est très simple, je lis Science et Vie régulièrement. Et voilà, j'estime que c'est suffisant. J'ai pas beaucoup de temps en fait à consacrer à mon éducation scientifique. Hein. Je trouve que c'est une revue qui est très bien faite. C'est suffisamment vulgarisé pour que je rentre dedans. Bon, je la lis depuis les Beaux-Arts, hein, c'est-à-dire depuis bientôt 50 ans, quoi. Voilà, j'y suis abonné. Hein. Donc j'ai suivi toutes les aventures de la science depuis cette époque-là, quoi. Bon, on peut critiquer, dire que c'est racoleur, ceci, cela. Bon. Enfin bon, globalement, d'ailleurs, je vous y ai vu. Hein, je vous y ai vu. Alors, bon, ouais, mais c'était pas racoleur. Bon. Je vous y ai vu. Hein, bon, tous les scientifiques y passent. Hein, voilà. Et, disons que si on veut avoir
un tour d'horizon, un tour d'horizon qui justement va voir les vrais spécialistes, voilà, avec une bonne équipe de journalistes, parce qu'ils sont améliorés quand même au fil du temps. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, il y avait quelques ringards quand même. Maintenant, il y a de plus en plus de gars qui sont vraiment du sérail, et qui ont une réelle formation. Et moi je dis c'est parfait, pour moi. Je dis, bon, évidemment, pour vous, c'est pas suffisant, mais pour moi, c'est largement suffisant. Ça me permet d'avoir quand même je dis pas une culture, mais enfin bon, une information, voilà, une information scientifique suffisamment vaste dans tous les domaines. Voilà. Et ça permet de faire des bouquins qui en traitent. Bon, après, on peut le pinailler tant qu'on veut, ça c'est... C'était pas une question critique, c'était juste pour savoir. Oui. Bon, bien sûr, je lis vous me citez Gamow, tout ça. Bon, j'ai lu aussi ces gens-là, mais enfin bon, je ne suis pas toute la journée dans des bouquins scientifiques, pas du tout. Puis bon, il y a un certain niveau où je disjoncte, c'est mon niveau. Moi, je suis un gars un pauvre mec de la BD, c'est pas... Et ben, en tout cas, merci à vous deux Merci. d'avoir accepté cette conversation.